Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a actuellement aux États-Unis plusieurs projets de lanceurs entièrement réutilisables. Le Starship de SpaceX, le Terran Air de Relativity Space, le projet Jarvis de Blue Origin et un projet de l'entreprise Stock Space qui ne porte pas encore de nom. Des initiatives similaires peuvent être observées en Chine et on peut se douter qu'elles finiront aussi par arriver en Europe. Les entreprises américaines qui s'attaquent à ce défi sont toutes très bien financées. La majorité d'entre elles a déjà levé plus d'1 milliard de dollars. Et pour cause, concevoir un lanceur orbital entièrement réutilisable est une tâche extrêmement complexe. Récupérer et réutiliser un premier étage est difficile, mais possible. SpaceX l'a démontré depuis des années. Récupérer et réutiliser un second étage est beaucoup plus difficile. C'est probablement la navette spatiale qui s'est le mieux illustrée dans cet exercice, mais son bilan reste mitigé. Ce qui rend la réutilisation des seconds étages si complexe, ce sont déjà les vitesses en jeu. Pour propulser leur charge utile en orbite basse, ils doivent atteindre une vitesse de 7,8 km par seconde, soit 28 000 km/h. C'est 5 à 10 fois plus rapide qu'une balle de fusil. À cette vitesse, la moindre collision avec un objet, même minuscule, peut être lourde en conséquence. C'est une vitesse qui est conservée pendant leur séjour en orbite basse, jusqu'au moment de rentrer dans l'atmosphère. L'atmosphère terrestre est constituée de plusieurs gaz et sa pression moyenne diminue au fur et à mesure que l'on prend de l'altitude. On a l'habitude de dire qu'on est dans l'espace à plus de 100 km d'altitude. Il reste cependant une atmosphère très résiduelle bien au-delà de cette frontière arbitraire. Du point de vue d'un véhicule spatial souhaitant revenir sur Terre, la densité appréciable de notre atmosphère est à la fois une opportunité et un problème. C'est une opportunité car elle offre un moyen de freinage qui ne coûte presque rien en énergie de la part du vaisseau. Les frottements atmosphériques permettent de diminuer fortement la vitesse d'un véhicule spatial qui revient sur Terre. Comme la pression augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du sol, c'est aussi une décélération qui peut être relativement progressive. En fonction de la forme du vaisseau, de la vitesse et de l'angle de rentrée, cette décélération peut prendre des profils assez différents. Sur ce graphique par exemple, on peut comparer un profil de rentrée de la navette spatiale, un véhicule avec aile revenant d'orbite basse, avec un profil de rentrée d'une capsule Apollo qui est elle conique et arrive à plus grande vitesse depuis la Lune. On remarque ainsi que la navette ici représentée en pointillé pouvait utiliser ses grandes ailes pour commencer à freiner plus haut, entre 100 et 120 km d'altitude, et plus progressivement. Dans un vol typique de navette, les équipages encaissaient environ 3 à 4 G lors de leur retour. L'équipage d'une capsule Apollo devait en revanche serrer un peu plus les dents. Sur notre graphique, leur paramètre de rentrée apparaît sur la ligne continue noire. On voit que le vaisseau commence à freiner beaucoup plus bas dans l'atmosphère, autour de 75 km d'altitude. Sa vitesse de départ est aussi plus élevée à environ 12 km par seconde. Le profil de décélération est beaucoup plus agressif et presque toute la vitesse est perdue entre 75 et 35 km d'altitude. Dans ce profil de rentrée, les équipages encaissaient en revanche entre 6 et 7 G, ce qui est beaucoup plus violent pour le corps humain. Mais bon, quand on voit toute l'énergie qu'il a fallu dépenser pour accélérer ces véhicules dans le sens inverse, on peut se dire que quelques minutes d'inconfort extrême en valent bien la peine. Malheureusement, cette décélération n'est pas complètement gratuite. Elle impose des contraintes énormes sur le vaisseau, du moins si on souhaite que celui-ci arrive en un seul morceau. Les frottements atmosphériques font en effet très vite monter la température. Le véhicule compresse l'air situé sur son chemin, ce qui le fait dramatiquement chauffer. Les surfaces plus exposées d'un vaisseau peuvent ainsi monter à plusieurs milliers de degrés. Sans une forme et des matériaux précisément étudiés, c'est la destruction assurée. Il faut par ailleurs pouvoir garder le contrôle du véhicule pendant cette phase. Si une surface est spécialement conçue pour encaisser la chauffe, mais que le vaisseau se retourne, l'exercice risque de ne pas très bien se passer. Pour faire face à ces impératifs, le premier aspect qu'il est possible d'optimiser est la forme du vaisseau. Pour les capsules simples, les segments de sphère et de cône sont souvent privilégiés.
Leur comportement à grande vitesse dans l'atmosphère est plus stable et plus simple à modéliser. Bien sûr, on peut aussi se trouver avec des formes bien plus complexes, comme celle de la navette spatiale. Le Starship offrira des contraintes et des solutions différentes avec sa forme très allongée. Le deuxième élément qui peut permettre à un vaisseau de survivre à sa rentrée atmosphérique, c'est son système de protection thermique. Depuis les débuts de l'ère spatiale, de nombreuses solutions ont été mises au point. Et ce sont des systèmes qui seront probablement encore amenés à évoluer. Pour la capsule Apollo et ses rentrées à grande vitesse, le choix d'un bouclier thermique ablatif a été fait. Au contact de l'air chaud, ce dernier se dégradait, se décomposait et se sublimait. Les gaz ainsi produits offraient une certaine protection contre les flux d'air chaud environnants. Ce système a l'avantage de pouvoir encaisser des rentrées très énergétiques. Il est par contre à usage unique. Voici par exemple à quoi ressemblait le bouclier thermique d'Apollo 12 après son retour sur Terre. Ce type de système est très performant, mais s'accorde mal à l'idée d'une réutilisation efficace, puisqu'il faut le changer à chaque vol. Les vaisseaux Dragon de SpaceX utilisent une version améliorée de ce design de base, avec un matériau à base de fibres de carbone dénommé PKX. Il y a des rumeurs sur des tentatives de réutilisation de ces tuiles, mais on a du mal à voir comment cela serait possible, puisqu'elles sont en partie consumées par la rentrée atmosphérique. Elles perdent en moyenne 2 cm d'épaisseur lors de cette phase. Pour la navette spatiale X-37B de Boeing ou le Starship, la solution retenue est différente. Ces véhicules ne possèdent pas de bouclier thermique ablatif, mais sont recouverts de tuiles de protection. Celles-ci sont capables de monter à de très hautes températures sans se dégrader. Elles conduisent aussi très peu de chaleur. Les tuiles thermiques de la navette spatiale pouvaient monter à plus de 700 degrés sur une face et vous pouviez toujours toucher l'autre à main nue. Comme elles ne se dégradent pas physiquement, elles sont théoriquement réutilisables un grand nombre de fois. C'est notamment la raison pour laquelle on retrouve des tuiles thermiques sur le Starship. Il n'est cependant pas dit que la pratique suive la théorie. Les matériaux qui affichent ces propriétés sont généralement très fragiles. On se souvient tous du terrible accident de la navette Columbia en 2003, dû à des dégâts dans son système de protection thermique. Encore aujourd'hui, les mises à feu statiques du prototype S-20 du Starship donnent souvent lieu à la chute de tuiles thermiques. Dans ce système de protection, l'absence d'une seule d'entre elles peut pourtant s'avérer fatale. Il existe d'autres méthodes pour permettre à un objet de traverser l'atmosphère, même si elles sont moins répandues. On peut par exemple noter la mise à feu des moteurs d'un booster Falcon 9 à haute altitude, ce qui permet à la fois de réduire la vitesse d'entrée et de tenir à distance l'air chaud dû à la compression atmosphérique. D'autres solutions sont envisagées ou sont à des stades expérimentaux. En 2020, la Chine a par exemple testé un bouclier thermique gonflable lors du vol inaugural de la Longue Marche 5B. Ce type de solution permet d'augmenter considérablement la surface de traînée, et donc l'efficacité du freinage, tout en conservant une masse minimale. Le test chinois ne semble cependant pas s'être très bien déroulé. Dans le développement du Starship, SpaceX est aussi passé par l'idée d'un système de transpiration active pour protéger son vaisseau. Le concept imaginait de doter le vaisseau d'une double paroi qui aurait pu être remplie d'un liquide. La face extérieure aurait été parcourue de micro-perforations. Lors de la traversée d'une atmosphère, les frottements auraient chauffé et évaporé le liquide, qui aurait ainsi dissipé l'énergie de rentrée et formé une sorte de bulle protectrice autour du Starship. La solution a cependant rapidement été écartée. Le vaisseau de SpaceX est un cas d'étude particulièrement intéressant, surtout dans ses ambitions martiennes. Pour remplir à bien ses missions, il devra être confronté à 2 atmosphères différentes, à plusieurs années d'intervalle et avec des possibilités de réparation très limitées. Les tuiles thermiques ont fait des progrès depuis l'époque de la navette. Lorsque l'on voit la X-37B rentrer de l'orbite, elle paraît avoir très peu souffert de sa traversée. Le Starship sera cependant exposé à l'air libre pendant des mois, possiblement des années, et on connaît bien l'ambiance très poussiéreuse de Mars. Avant d'en arriver là, il sera intéressant de voir comment SpaceX, Blue Origin, Relativity Space et Stock Space parviennent à gérer le retour de leur second étage. La réutilisation complète n'a un sens que si elle procure un avantage économique. Il faut donc que les opérations de maintenance soient minimales entre chaque vol. La navette a démontré que les choses ne sont pas si simples.
Les opérations de remise en état de l'orbiteur pouvaient se compter en milliards entre deux décollages. Les 35 000 tuiles de la navette devaient notamment être inspectées et testées individuellement. Ce sont des procédés qu'il faudra automatiser ou faire même disparaître pour avoir une chance d'abaisser fortement le coût de l'accès à l'espace. En attendant, la traversée non destructrice d'une atmosphère reste un exercice très difficile que bien peu d'acteurs maîtrisent. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour l'espace commentaire. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.